détermination, tout en mesurant l'immensité de la responsabilité de la tâche. La tâche en sera cependant facilitée, puisque j'aime servir la Guinée, pays de mes ancêtres. J'aime servir les Guinéens, sans lesquels je ne crois pas à un destin individuel. Chers militants et responsables du Front national pour l'Alliance nationale, j'accepte d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. À l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée, 12 candidats ont été retenus, seulement 2 femmes. L'une de ces femmes, Makale Camara. Une première participation et bien de ratés. Voilà un exemple typique de la confusion qui existe au niveau de la CENI. Des citoyens qui ne retrouvent pas leur carte nulle part et qui viennent voter, qui sont empêchés de voter parce qu'ils n'ont pas leur nouvelle carte. Comment pouvez-vous expliquer ça? Cette pagaille qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. Je ne peux pas voter parce que je n'ai pas ma nouvelle carte, que l'on a cherché partout, dans tous les bureaux de vote de mon quartier, dans Nongo, on ne retrouve pas ma carte. Et on m'empêche de voter parce que je n'ai pas ma nouvelle carte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça arrive à 1001 citoyens. Comment on peut expliquer que des citoyens soient privés de leur vote à cause de nouvelles cartes qui n'existent nulle part? Une confusion totale. Et c'est les femmes, elles voulaient y croire, mais la réalité était bien trop évidente. Pourquoi pas? Les femmes peuvent tout. Regardez autour de vous, dans le monde entier. Partout, ce sont les femmes qui gouvernent, ces pays sont mieux gouvernés. Nous souhaitons prétendre à la gouvernance de ce pays pour mieux gérer et nos deniers, et nos mines, et nos ressources humaines aussi. Parce que la Guinée, d'abord, tout pays d'ailleurs, dans le monde, ce sont d'abord les ressources humaines. Quand les ressources humaines vont bien, ils gèrent mieux. Qu'après la totalisation des votes de l'élection du président de la République du 18 octobre 2020, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires suivants. Inscrits 5 367 198. Votants 4 267 594. Suffrages exprimés 4 99 321. Taux de participation 78,88%. Suffrage obtenu par candidat. Monsieur Alpha Condé, candidat du Rassemblement de Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, 59,49%. Madame Makale Camara, candidate du Front pour l'Alternance nationale, femme, 0,73%. C'est donc une candidate malheureuse, mais une politique rassurée quant à son rôle à jouer dans l'espace politique pour une Guinée meilleure. Makale Camara vient de loin. Avec un parcours riche, elle aura été un des maillons forts de l'administration guinéenne, de la base au sommet. Ici et maintenant, le parcours de Dame Makale. Makale Camara est née en 1956 à Mamou. Elle y passera une bonne partie de son enfance. Elle fait le collège et le lycée à Dubrika. C'est en 1976 qu'elle obtient sa licence de droit à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. J'aime beaucoup la justice. Je suis très sensible à l'injustice. J'aime bien que les droits des gens soient respectés et j'aime bien moi-même les implémenter. Sa vie professionnelle commence en 1980 en tant qu'assistante au parquet général de la République, au ministère de la Justice. Elle y passera une année avant de se retrouver chef de division chargée du contrôle des départements ministériels au ministère du Travail et de la Fonction publique. De 1982 à 1984, elle occupe le poste de chef du service chargé des relations internationales au ministère de la Fonction publique, chargé notamment de la coopération bilatérale en matière de législation du travail et des droits syndicaux. En 1985, Makale Camara a été directrice nationale du séminaire de la fonction publique, un centre de formation.
Il a fallu attendre 1986 pour qu'elle obtienne son premier poste de haut fonctionnaire et elle est inspectrice générale du travail. Elle y passera 6 ans. J'étais l'arbitre entre le patronat et les travailleurs et les syndicats. C'est ainsi que j'ai beaucoup travaillé avec Dame Rabiatou Sira Diallo, syndicaliste de son État, avec Feu Fofana Ibrahima, parce qu'on s'est investi alors à la négociation des accords de banque. C'était au moment aussi où la société privée s'installait en Guinée, parce que nous sommes sortis du premier régime qui était socialiste. L'état de droit éclosait et puis la société privée s'installait en Guinée, les banques s'installaient à cette époque-là. C'est à cette époque où on a eu affaire à des banques privées. Donc tout était en formation, tout était en création. C'est aussi à l'époque où on a construit la Banque centrale. Je sais, à ce moment-là, j'étais inspecteur général du travail parce qu'il y a des dimanches où je suis allé arrêter les travaux parce que je voulais que les travailleurs se reposent. Et cette époque était une époque très impressionnante parce que j'allais aussi à Kamsar pour voir ce qui se passait dans les usines, j'allais dans les industries naissantes pour savoir ce qui se passait. À ce moment-là, la sécurité du travail devait être absolument respectée pour ne pas que les travailleurs aient des accidents de travail. C'était au moment aussi où on pouvait beaucoup engager les jeunes dans les entreprises, dans les industries, parce que nous connaissions maintenant, n'est-ce pas, une société libérale et les entreprises privées ont commencé à exister. Vive nos libérateurs, c'est tout ce que nous entendons. Il est difficile, amis téléspectateurs. Le 3 avril 1984, un comité militaire de redressement national prend le pouvoir en Guinée, une semaine après la mort du président Sékou Touré. Les militaires annoncent alors la dissolution du Parti démocratique de Guinée ainsi que de l'Assemblée nationale, la suspension de la Constitution et s'engagent à créer les bases d'une véritable démocratie pour éviter à l'avenir toute dictature personnelle. Le colonel Lansana Conté, qui préside le CMRM, est nommé chef de l'État. Ce comité est dissous le 16 janvier 1991 et remplacé par le comité transitaire de récupération nationale, le CTRN, composé à partie égale de civils et de militaires. Dans l'équipe, 3 femmes, dont Makale Camara, la plus jeune d'ailleurs. Elle participe à ce titre à l'élaboration de la 2e constitution de la 2e République pendant 12 mois. Ils ont donc choisi 30 cadres sur l'ensemble du territoire, dont 3 femmes. J'étais la Benjamine. Les 3 femmes, c'était Feu Yvonne Condé et Joséphine Guilao, syndicaliste qui vit encore, et moi-même, Makale Camara, inspectrice générale du travail. Nous étions avec Cabinet Komara, nous étions avec Lamine Sidimé, nous étions avec Lamine Kapi Camara, Lamine Touré, magistrat, et tant d'autres. Feu général Sori Doumbouya était alors notre secrétaire général, Kolipé Lama. Donc c'était les militaires et les civils. C'était mix militaire et civil, et nous étions au nombre de 30 exclusivement. Donc le CTRN nous a permis de faire toutes les lois fondant un État de droit, qu'il s'agisse du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, mais de la liberté d'expression et de la liberté d'association aussi. Nous avons eu à rédiger tous ces textes en tout cas pour que la Guinée soit un régime libéral. À 36 ans, juste après ce travail, Makale est nommée secrétaire d'État aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance. Elle y réalise une étude portant analyse des freins et vecteurs d'appui pour une meilleure prise en compte des activités de la couche féminine. Ce département est un département social par essence. D'ailleurs, c'est un département qui regroupe et la promotion féminine et les affaires sociales. Donc, c'est à ce département où j'ai pour la première fois fait le tour du pays. Je suis allé partout en Guinée en voiture. Et en véhicule, ça veut dire que je suis passé par tous les villages. Ça m'a beaucoup impressionné parce que j'ai été en contact avec l'administration du territoire. J'ai travaillé avec les gouverneurs, les préfets à l'époque. Je me rappelle quand je suis allé à Cancan et que j'ai vu les femmes tirant le sable du Milo, j'en étais fortement impressionné, très peiné, en me disant comment est-ce que les femmes peuvent faire ce travail pénible, ce travail dur, sortir le sable de l'eau pour ensuite les vendre. Donc, j'ai fait un rapport au président en lui demandant d'outiller ces femmes, de leur trouver quand même des pelles, des brouettes, mais aussi un camion
qui leur permettait de charger leurs marchandises. Donc j'ai été très en contact avec les populations rurales à l'intérieur du pays. Ça m'a beaucoup marqué, je n'ai jamais oublié cette période-là. À la suite de quoi, j'ai fait une étude sur les vecteurs qui font que les femmes ont besoin d'être aidées essentiellement. J'ai fait cette étude que j'ai adressée au gouvernement et le gouvernement a réagi en outillant par exemple les femmes qui font du maraîchage, en outillant les femmes qui font de la saponification, les teinturières à l'époque. Je me rappelle, on avait commencé à faire le kendili et toutes ces choses pour animer les foires. C'était une période très importante dans ma vie. Les résultats obtenus à ce département ont augmenté le niveau de confiance en Dame Makale. Pour preuve, elle est nommée ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts. Mission principale, élaborer et réaliser des projets de développement pour les populations. Depuis que je suis au ministère de l'Agriculture, je n'ai pas encore donné une autorisation de coupe de bois. Et mieux, le Conseil des ministres, à cause de tous les problèmes que ça pose, a fait une interdiction, je vous le dirai plus loin, de coupe de bois qui est arrêtée aujourd'hui. Cependant, la coupe ne s'est jamais plus ressentie qu'à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de bois qui rentrent aujourd'hui à Conakry par le port, par le kilomètre 36 venant de la Guinée forestière. Cependant, on ne peut pas transporter du bois qui n'est pas coupé. Et ceux qui sont en place, qu'est-ce qu'ils font? J'ai fait au moins 5 à 6 circulaires. Dernièrement même, la réunion des gouverneurs qui s'est tenue à Bokeh en a fait mention pour lire une de mes circulaires où je rendais absolument responsables les autorités locales de toute coupe de bois. Parce qu'il faut que chacun, à son niveau, prenne les dispositions qui s'imposent. Le bois n'est jamais transporté s'il est coupé. Il est coupé devant les autorités, il est coupé devant les agents forestiers, il est coupé même devant la population. Mais il faut dire que chacun, à son niveau, est complice quelque part. C'est là qu'elle négocie et obtient de la Banque mondiale la signature du projet des services agricoles 2 en 1995. Makale organise et dirige une campagne agricole en sillonnant toute la Guinée afin de s'assurer de l'effectivité et de l'application de la politique agricole. Donc on allait demander aux paysans pour faire le riz, quels sont les problèmes que vous rencontrez. C'est l'eau, c'est l'aménagement des digues, c'est ainsi qu'on a aménagé Monchon à l'époque, c'est ainsi que j'ai fait aménager Kakossa. Donc on a fait les digues, on a fait comment j'appelle ça, des cultures améliorées. Avec Foulaya, à l'époque, les semences améliorées étaient là. Et nous avons fait aménager Foulaya en bananeraie. La bananeraie de Foulaya était tellement immense. J'ai pu trouver un cadre là-bas qui avait fait Cuba, qui était un grand cadre, Mamoudou Kamara, que j'ai nommé à Foulaya, qui a tellement donné du punch, du tonus, qui a tellement repris Foulaya, surtout la bananeraie, qu'il a fini par être ministre de l'Agriculture, parce que quand le président est allé visiter là-bas, vraiment, il était en admiration. Donc c'était ça, le ministère de l'Agriculture. Ce ministère m'a marqué plus que tous les autres ministères. Tout le monde s'accorde à dire, tous les experts, toutes les études s'accordent à dire que pour que la Guinée se développe, il faut développer l'agriculture. Et d'ailleurs, notre population est à 80% paysanne. Notre agriculture commence à donner des résultats. Si nous mesurons aujourd'hui notre économie, nous nous rendons compte que la production du café a été relancée, que le coton est produit aujourd'hui d'une manière satisfaisante, que le cacao est produit de manière satisfaisante, que la relance de la riziculture commence à donner des fruits. Et c'est pour cela que nous avons apporté des tracteurs pour que vous cultivez pour vous-même d'abord, mais pour que vous cultivez pour la Guinée aussi. Les projets agricoles sont d'autant importants, d'autant complets, qu'un projet s'occupe du désenclavement, c'est-à-dire il ouvre les pistes rurales. Et vous savez ce que cela signifie pour un paysan. Avoir une route pour acheminer sa production sur les marchés pour les vendre. Nous aménageons les bas-fonds pour permettre aux paysans de rentabiliser les surfaces cultivables. Nous construisons même des écoles. Nous faisons des dispensaires pour les construire. Tout le développement est là. Les lignes de crédit sont créées pour donner de l'argent aux paysans afin qu'ils puissent se payer les instruments aratoires et qu'ils puissent modifier sa condition de vie. C'est ça la Guinée d'amour.
c'était le grand ministère du secteur rural. Nous étions à une phase de promotion de la population paysanne, du monde rural, la phase de conception de grands projets sur les filières café, filière banane, filière mangue. Donc je pense qu'elle a joué un grand rôle avec son équipe dans le développement de ce secteur. C'était la phase aussi du désenclavement des communautés à la base avec le génie rural qui a réalisé beaucoup de pistes rurales sous son magistère et l'environnement, la protection des forêts, des eaux et forêts, tout ça, je pense qu'on peut mettre ça à son actif. Il ne faut pas voir les projets en termes de déséquilibre ou d'équilibre par rapport aux régions. Il faut voir les programmes par rapport au potentiel agricole. Je ne peux pas avoir la prétention, encore plus le ministre des Mines, de dire par exemple, puisque la bauxite est exploitée à Boké, il faut exploiter la bauxite partout ailleurs en Guinée. Je ne peux pas dire parce que l'or est extrait à Sigiri qu'il faut qu'il y ait l'or partout ailleurs en Guinée. Chacune de nos préfectures, et un honorable député le rappelait hier, nos préfectures ont leur spécificité. Et ainsi, nous mettons de l'accent sur les potentiels agricoles des préfectures qui les recèlent. Et c'est pourquoi il faut désenclaver les greniers, puisque notre priorité aujourd'hui est le riz. Il faut désenclaver les greniers pour que nous puissions ravitailler les zones urbaines qui ont plus besoin de ce riz-là. Le 2 février 1996, des centaines de militaires manifestent dans les rues de Conakry pour obtenir l'augmentation de leur solde et le départ du ministre de la Défense, le colonel Abdourahmane Diallo. La mutinerie qui s'accompagne de pillages se transforme rapidement en tentative de putsch. Plusieurs sources parlent d'une 50aine de morts au bout de 2 jours. Alors que les choses se sont calmées, le président Lassana Conté confirme le limogeage du colonel Diallo et l'augmentation de la solde qui avait été annoncée dès le début des troubles. 5 officiers, dont certains auraient déjà été à l'origine d'une précédente tentative de putsch en juin 1994, sont arrêtés. Autre conséquence de ces mouvements, c'est le changement de l'équipe gouvernementale. 20 ministres sur 24 ont dû rendre le tablier. Parmi eux, bons amis. Conté refuse cette séparation brusque. Il trouve alors un point de chute pour les ministres. Ils sont dispatchés dans l'administration. En 1997, Makale est nommée présidente du conseil d'administration de l'Office national de la main-d'œuvre Guinée. Elle est alors chargée d'orienter la politique nationale de création d'emplois. Sa carrière professionnelle est aussi et surtout marquée par la diplomatie. Juriste de formation, la diplomatie rentre dans ses cordes, mais c'est contre toute attente qu'elle apprend sa nomination. En effet, à l'époque, l'État décidait simplement d'affectation. En 2002, Makale apprend sa nomination comme ambassadeur de Guinée au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, au Cap-Vert, basé à Dakar. Et je me suis rendu compte que les Guinéens qui sont ici, toutes sensibilités confondues, se battent pour que la fraternité, l'unité nationale soit une réalité de tous les jours. J'ai eu la première illustration lors de l'accueil qui m'a été réservé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où j'ai rencontré là tous les partis politiques, toutes les sensibilités venues m'accueillir. Je voudrais vous en remercier, chers compatriotes. La deuxième illustration en est donnée ce soir. Quand vous regardez la composition de cette magnifique assemblée, tous les Guinéens sont là. Monsieur le Président, pour vous réserver un accueil chaleureux. Déjà, c'était un sentiment de frustration parce que j'étais un grand ministre de l'Agriculture quand on m'a enlevé là. Parce que l'agression a eu lieu, vous connaissez la Guinée, chacun a raconté tout ce qu'il a voulu raconter. Donc la faucille a touché tout le monde. Je me suis retrouvé là vraiment désemparé avec tous les grands projets que j'avais pour ce ministère, tout le dynamisme que j'avais insufflé à ce ministère. Parce que comme je vous le dis, tous les bailleurs de fonds, on était sur le terrain tous les week-ends. Et quand on allait au terrain, le lundi, on se retrouvait pour discuter de ce qu'on avait écouté et on demandait tout de suite de rédiger un projet. Et ils mettaient de l'argent, la main à la poche, que je me retrouve ambassadrice tout d'un coup. Ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que j'aime pas beaucoup aussi m'exiler. Hein, j'aime pas beaucoup vivre à l'extérieur. 17h, aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar.
le président Lansana Conté est accueilli par le président Abdoulaye Wade du Sénégal. Je suis allé à Dakar, il s'est trouvé que le président Lansana Conté avait déjà une visite programmée, une visite d'État sur le Sénégal, et moi, on m'affecte à Dakar 10 jours avant. Dans les 10 jours, j'ai pu acheter une résidence pour la Guinée. La résidence que la Guinée occupe aujourd'hui, c'est moi qui l'ai achetée. Le président arrive au Sénégal, il voulait faire son pèlerinage à Banco. Banco, c'est le Prytanée militaire, là où il a fait sa formation d'enfant de troupe. Donc, arrivé au Sénégal, il voulait reprendre le train, aller au Prytanée militaire, comme il le faisait quand il était jeune, et revenir. Donc, le matin, le gouvernement est là, et le président devait aller faire cette visite à Saint-Louis. Je monte dans ses appartements le matin pour l'attendre au salon et le conduire. Il se trouve qu'on était déjà en retard parce que le gouvernement sénégalais nous attendait. Donc ils sont venus avec les sirènes, tous les ministres étaient en bas, moi j'étais à l'étage. Ils sont venus, ils ont dit nous sommes en retard, le président Wade est prêt, il faut qu'on y aille. Donc, ils m'ont oublié là-haut. Personne n'a pensé que j'étais là-haut en tant qu'ambassadeur. Et ils ont pris les ministres, ils sont allés prendre l'avion pour aller au Sénégal, à Saint-Louis. Le président descend, nous descendons, où sont les ministres? Ils sont déjà partis. Et l'avion qui est là, il n'y a que 4 places, c'est-à-dire les 2 présidents et leur aide de camp. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant qu'ambassadeur? Moi qui suis l'hôte. C'était quelque chose. Je fonce donc à l'aéroport, je trouve que les autres sont partis. J'étais tellement désemparé, quelqu'un m'a dit, madame, si vous voulez, il y a des avions à louer, je vais donnez-le moi. J'ai loué un avion. La chance que j'ai eue, le train qui amène le président, qui prend le président à Saint-Louis pour aller à Dakar-Bango, met 30 minutes. Et l'avion qui part de Dakar pour Saint-Louis met 30 minutes. Je prends cet avion, j'arrive à Dakar-Bango, le président arrive, je suis en rang. Il dit, ah bon, tu es là? Je dis, je suis là, monsieur le président. Pour arriver au Prytanée militaire Charles Tchoréré, le cortège doit traverser la ville de Saint-Louis. Et sur tout le parcours, l'accueil a été chaleureux. Moi, j'étais ministre des Mines et de la Géologie. J'ai demandé à Mme Makale, l'ambassadeur, de préparer une visite du ministre des Mines à Mauritanie, ce qu'elle a fait avec beaucoup de sérieux. Et nous avons effectué le déplacement ensemble en République islamique de Mauritanie. Et donc, elle avait organisé des séances de travail avec le ministre des Mines mauritanien, le ministre en charge du pétrole et même le président de la République, qui était le président Val à l'époque. C'est en juin 2007 qu'elle présente ses lettres de créance à Paris comme ambassadeur de la République de Guinée en France, en Espagne, Portugal et Monaco. La France, c'est vraiment la place par excellence de la diplomatie mondiale. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui n'est pas représenté en France. Et, les pays africains étaient largement représentés par des femmes en France. À la 12e conférence la francophonie au Québec, au Canada, j'avais fait le déplacement avec elle en tant que Premier ministre cette fois-ci. Et j'avoue que c'est Mme Makale avec d'autres diplomates qui avaient organisé cette mission du Premier ministre auprès de la francophonie. Et c'était le grand retour de notre pays, la Guinée, au niveau de cette institution, parce qu'il faisait des années on ne prenait pas part aux instances de la francophonie. Là aussi, elle a montré beaucoup d'efficacité, beaucoup d'initiatives à travers les rencontres que nous avons eues, rencontres avec beaucoup de chefs d'État. Et au retour à Paris, elle a organisé même une rencontre avec le secrétaire général de la francophonie, qui était à l'époque le président Abdou Diouf du Sénégal.
On a eu une séance constructive de travail. Et à l'époque, on parlait d'organisation des élections législatives. La touche de Makale a été absolument importante dans ces missions pour moi. Makale était au même moment déléguée permanente à l'UNESCO. La Guinée et la France sont liées par l'histoire. Une histoire que la France a décidé de taire. Diplomate et invitée à l'Assemblée française, la représentante guinéenne nous raconte son étonnement lorsqu'elle a découvert ce choix de Paris. Je me suis retrouvée aussi à l'Assemblée nationale parce que c'était le jour du tirailleur africain. On m'a invité pour intervenir là. J'étais avec le ministre Toubon. Le ministre Toubon, à l'époque, qui était aussi sorti du gouvernement, mais qui est venu comme représentant des députés ce jour-là à cette réunion. Je me rappelle que quand il a fait son discours sur le passé colonial de la France, j'ai remarqué que la Guinée était un peu éludée. On parlait de la colonisation dans les autres pays africains. Les livres, même scolaires qui étaient là, ne parlaient jamais de la Guinée. Ils parlaient de tous les autres pays sauf de la Guinée. J'ai dit, mais monsieur le ministre, vous ne pouvez pas zapper la Guinée. La Guinée fait partie de votre histoire. Bien que la Guinée soit le premier pays francophone à avoir dit non à la communauté proposée par le général de Gaulle, mais cette histoire, vous devez l'écrire pour que le petit français puisse savoir ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, dans les livres scolaires français, la Guinée n'existe pas dans le passé colonial de la France. Je ne suis pas là pour dolorter le peuple de Guinée. Je suis dans un engagement avec mon équipe. C'est de combattre les fléaux. Je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas endormir la conscience. Je ne vais pas endormir votre conscience. L'engagement est quelque chose de très honnête. Mais il faut se lever. C'est le moment. À la mort de Lansana Conté le 22 décembre 2008, suivie de la prise du pouvoir par le CNDD, la tranquillité professionnelle n'est plus. Avec une junte à sa tête, le bouillant capitaine Moussa Dadis Camara, très tôt, les accrochages commencent. Le jour où l'ambassadrice d'Éthiopie devait rentrer, les autres collègues m'ont demandé d'organiser sa réception à l'ambassade, à notre résidence à Louveciennes, qui est le château du comte de Paris, qui fait partie du patrimoine français. Donc c'est un grand château, on a de la place là, on a organisé sur la pelouse, dans les jardins, cette réception. C'était le président Dadis à l'époque qui présidait aux destinées de la Guinée. Alors, comme vous connaissez les Guinéens, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils ont appelé le président Dadis pour dire que j'ai dit lors de cette réception, une réception qui ne s'était même pas tenue encore, que j'ai dit lors de cette réception que le CNDD n'est pas reconnu à l'international. Alors, moi, je rentrais de la ville pour venir à ma résidence parce que je devais y recevoir les gens, quelque part entre 13h et 14h. Voilà que le président Dadis m'appelle. Allô, Madame Camara, c'est le président. Je dis, oui, monsieur le président. La réception que vous êtes en train d'organiser là-bas, il faut l'annuler. Il faut l'annuler. Je dis, mais monsieur le président, c'est l'Afrique qui nous fait honneur. C'est tous les pays africains qui viennent. Il y a des premiers ministres, des anciens ministres qui font honneur à la Guinée pour organiser cette réception. Non, il faut l'annuler. Ce que vous avez dit, j'ai tout appris. Je dis, monsieur le président, il s'agit de quoi? Vous me répondez là. Vous me répondez. Bon. J'arrive, je regarde pour tout ce beau monde. Je dis quand même, un diplomate, il faut essayer de sauver le pays. Je ne pouvais pas dire à tous ces gens-là, rentrez chez vous, il n'y a plus de réception. Donc je suis venu tranquillement. J'ai pris mon bain, je me suis changé, je suis sorti dans la cour. Nous avons fait tranquillement la réception parce que c'était du mensonge. On m'accusait d'avoir prononcé un discours dans une réception qui n'avait même pas eu lieu. Ça, c'est le bon Guinéen. Et le lendemain, je devais prendre mon avion pour venir. Et puis, bon, je suis venu donner des explications à M. le Président pour lui dire que ce n'est pas possible. De toutes les façons, si le CNDD n'est pas reconnu à l'extérieur, si le peuple de Guinée reconnaît le CNDD, où est le problème? Elle reprendra donc le service, mais ceci sera de courte durée.
Le président élu de l'élection présidentielle de 2010 ne la veut pas en France. Il n'y mettra cependant pas la forme, selon Makale. La manière dont l'ex-président Alpha Condé m'a enlevé en France, j'étais là, avant j'étais venu dire au monsieur le président que je ne souhaitais plus être en ambassade, que ça faisait 8 ans que j'étais à l'extérieur, que je suis l'aîné d'une famille, que ma mère se vieillit, j'ai une plantation en déliquescence, vraiment je veux rentrer. Il a dit ah bon, je dis ah oui. Donc je ne sais pas comment tout de go, il avait une visite programmée sur la France, je ne sais pas pourquoi tout de go, c'est son protocole qui m'appelle, John à l'époque, pour dire, Madame l'ambassadeur, le président a nommé un autre ambassadeur, il va venir en visite avec lui, passer service à votre conseiller. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et la visite était programmée, nous étions organisés. L'ambassadeur qu'on avait proposé à la France, sa demande d'accréditation était au niveau du ministère des Affaires étrangères et le Conseil des ministres français n'avait même pas statué pour donner leur accord. Donc, même s'il venait, il ne pouvait pas recevoir le président parce que quand tu n'es pas agréé dans la diplomatie, tu ne peux pas voir tu ne peux pas voir une autorité de ce pays, tu ne peux pas voir un ministre, tu ne veux voir aucune autorité, tu es informel jusqu'à ce que l'agrément soit. Et voilà que pendant que cela est en cours, on demande à l'ambassadeur qui est en charge de passer service verbalement. Moi, je suis allé m'asseoir à la résidence, tout tranquillement, et le conseiller était là pour recevoir le président. C'était une visite vraiment de toutes les pagailles possibles parce qu'on ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc il n'y avait pas de crédit, rien, et j'étais là, on n'envoyait pas mes MCO, on n'envoyait pas mes billets pour que je rentre. Et un beau jour, c'est le feu général Fassine Touré qui m'appelle pour dire qu'au Conseil des ministres, le Premier ministre Seydou Fofana à l'époque a demandé qui connaît le numéro de Makale parce qu'elle est rappelée, elle ne libère pas la résidence pour que le nouvel ambassadeur puisse s'installer. Donc le général Fassine m'appelle pour me dire ça. Je dis, je me respecte moi, je suis quelqu'un qui se respecte. Je ne suis pas agrippé ici à ce poste, surtout que j'ai dit que je ne voulais plus être en ambassade. Il vous suffit de m'envoyer mes MCO pour mes bagages, mes billets et ceux de mes enfants, je pars tout de suite. Je ne suis pas là pour rester, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Et donc, malgré cela, ils n'ont pas envoyé les billets. Il a fallu que moi-même, je me trouve un billet, que je vienne à Conakry, que je démarche au ministère des Affaires étrangères pour trouver des billets et mes SEO pour repartir et revenir. Ça aussi, ce sont des choses qui marquent et qui restent. Makale rentre en Guinée. C'est quand même chez elle comme elle nous l'a confié. Loin de l'administration publique, elle se replonge dans la société civile. En mars 2015, elle est élue secrétaire générale des femmes et jeunes de Guinée pour la paix. Déjà, dès janvier 2012, elle milite pour la paix, le dialogue et le respect du processus démocratique en Guinée, notamment lors des crises politiques en rencontrant les leaders politiques, les autorités religieuses, les institutions de la République au nom du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Elle en était la secrétaire générale. J'ai conduit le REFAMP, nous avons créé la COFIG, c'est le REFAMP qui a créé la COFIG. Je suis devenu ministre encore des Affaires étrangères. Au sortir de là, j'ai mis FAMGEGIP en place. FAMGEGIP qui est Femmes et Jeunes de Guinée pour la paix. Parce qu'en ce temps, nous avions des problèmes avec les politiques. Avec FAMGEGIP, j'ai fait le tour du pays. Nous sommes allés à Kankan, Sigiri, Labé, Bouké, Mamou, Dubreka, partout ailleurs, pour interpeller les mamans, elles qui vendent leurs bijoux et leurs terres, pour envoyer leurs enfants mourir en Méditerranée et dans le désert. Nous avons fait ce projet aussi, et avec l'ambassade d'Italie qui nous a fait venir ici des cuisiniers pour apprendre, former les jeunes filles en couture et en cuisine, nous avons fait tout ça. Makale Camara, une des figures emblématiques du régime Conté. Politiquement, une adversaire de l'opposant historique Alpha Condé. Makale Camara, enlevé à son dernier poste sans crier gare. Mais alors, comment comprendre le décret la nommant ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en 2016? Vous savez, les questions ne sont pas personnelles.
Alpha Condé, c'est sa personne, c'est sa vision des choses, c'est sa façon de faire. Mais la Guinée est à nous. Nous n'allons pas ne pas servir notre pays à cause d'un individu. Parce que ce que vous faites, ça reste dans l'histoire. La manière dont vous procédez, ça reste aussi dans l'histoire. Et une gestion n'est jamais à 100% mauvaise, elle n'est jamais non plus à 100% bonne. Je me suis dit que c'était aussi la main de Dieu. Il m'enlève ambassadeur, il m'amène chef des ambassadeurs. Il fallait relever ce défi. Il m'a fait tomber sur la place diplomatique de la France, il me met chef des ambassadeurs. Vous voyez un peu, je devais relever ce défi pour démontrer que vraiment ce que je peux faire pour ce pays, je continuerai de le faire nonobstant quoi. Une fois installée, elle s'attelle à la réfection des infrastructures du ministère. Elle se donne aussi pour priorité le perfectionnement du personnel diplomatique. Quand je suis arrivé, j'ai dit dans mon discours de prise de service que j'avais deux exigences. Que le diplomate soit bilingue, qu'il parle anglais, qu'il parle chinois, qu'il parle allemand, mais qu'il soit bilingue. Parce que dans la diplomatie, il faut vraiment parler surtout anglais, qui est aujourd'hui la langue dominante, même à l'UNESCO, quand vous allez à l'UNESCO. Les dossiers ils vous sont déjà donnés dans la version anglaise en France, à Paris, avant de vous être donnés en français. Donc j'ai exigé de mes cadres qui parlent anglais, mais aussi qui se mettent à l'informatique, se mettent à e-communication, pour que vraiment on puisse échanger favorablement. Et ça, j'ai fait des requêtes à beaucoup d'ambassades qui ont accepté cela, qui ont donné beaucoup de bourses aux travailleurs du ministère. Le premier sommet africain sur l'action est un sommet donc, qui remobilise les Africains autour des questions essentielles. L'Afrique doit s'organiser d'une seule voix pour que les effets néfastes du changement climatique soient contenus pour elle. La COP22 a réuni les présidents, les chefs d'État, les chefs de gouvernement africains pour continuer de parler d'une seule voix et s'organiser pour que les 10 milliards d'euros promis par nos partenaires puissent commencer à entrer dans les projets africains. L'Afrique est le continent qui souffre le plus des effets du changement climatique. Et les Africains à la COP21 se sont mobilisés grâce au professeur Alpha Condé pour parler d'une seule voix. Et quand ils ont parlé d'une seule voix, ils ont pesé sur les résultats de la COP21. Hier, le président Hollande a affirmé que la COP21 s'est tenue et s'est accomplie grâce à l'apport de l'Afrique. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Une belle bâtisse au cœur de Koloma. Un immeuble à 3 étages composé de 63 bureaux construits par la République islamique d'Iran avec un budget de plus de 6 millions de dollars américains. C'est Makale Camara, alors ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, qui sort le projet des terroirs. Et quand je suis arrivé dans ce ministère, la baraka aidant, comme je le dis toujours, le ministre Jawad Zarif, qui est ministre des Affaires étrangères de l'Iran, il est toujours en poste, n'est-ce pas, pour desserrer l'étau américain qui pèse sur l'Iran, il a décidé de faire le tour de l'Afrique pour voir s'il pouvait avoir vraiment des supports dans les pays africains. Et comme il se trouve qu'il a fait la Guinée quand il avait 20 ans dans le pays de Sékou Touré, il était venu là, il s'est rappelé qu'il allait commencer par la Guinée. Voilà l'ambassadeur qui se rapproche de moi pour dire que son ministre veut faire une visite à la Guinée. J'ai dit, ah tiens, ça tombe bien, parce que dans les archives ici, j'ai vu que vous avez promis à la Guinée de lui construire un ministère des Affaires étrangères. Depuis 10 ans que ce dossier est là, chaque fois c'est l'architecture qui n'est pas bonne, chaque fois c'est ceci ou cela, ça ne peut plus continuer, il faut poser cette première pierre. Si le ministre peut le faire, je suis d'accord. Il a dit, je me rapproche de mon ministère. Son ministre lui a donné son accord et moi j'ai requis l'accord du gouvernement. Le président m'a donné son accord et voilà qu'ils viennent dans un avion personnel avec 95 personnes. Lorsque nous avons une expérience gouvernementale dans le domaine que je viens de vous évoquer, le monde rural, c'est plus de 80% de la population guinéenne, le monde rural.
lorsqu'on a fait de la diplomatie par là-haut, et lorsqu'on a tout cela s'ajoute à une ambition, je pense que l'appétit politique vient tout naturellement. Je pense que c'est ce que vit Mme Makale Camara aujourd'hui et je l'approuve systématiquement. Et finalement, je me suis dit, tous les rapports que nous faisons aux autorités, ils n'y satisfont pas. Quand nous sortons, on dit c'est les mêmes femmes encore. Elles ne se fatiguent même pas. Je me suis dit, j'ai besoin d'être en charge moi-même pour pouvoir implémenter mes idées, pour faire aboutir mes idées en faveur des populations exsangues de ce pays. La Guinée est un pays riche de son sol et de son sous-sol, mais aussi de ses ressources humaines. Le Guinéen est intelligent, les Guinéens le sont. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre tous en osmose pour avancer, pour transformer les ressources que Dieu nous a données afin que les richesses la profitent à tout le monde? Je crois que la meilleure façon d'accéder au pouvoir, c'est la politique. Présidente du Front pour l'Alliance nationale, FAN, Makale Camara s'engage pour la première fois dans la course à la magistrature suprême de la Guinée en 2020. À l'issue du scrutin présidentiel du 18 octobre, le parti obtient 29 958 voix, soit 0,73% des suffrages valablement exprimés. Pour une première participation, le score n'est pas mal en soi. Fait inédit, le jour du vote, alors qu'elle s'était rendue dans le bureau de vote où elle est inscrite, à Nongo, dans la commune de Ratoma, la candidate Makale Camara et son directeur de campagne n'ont pu voter, faute de carte d'électeur. Voilà un exemple typique de la confusion qui existe au niveau de la CENI. Des citoyens qui ne retrouvent pas leur carte nulle part et qui viennent voter, qui sont empêchés de voter parce qu'ils n'ont pas leur nouvelle carte. Comment pouvez-vous expliquer ça? Cette pagaille qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. Je ne peux pas voter parce que je n'ai pas ma nouvelle carte, que l'on a cherché partout, dans tous les bureaux de vote de mon quartier, dans Nongo, on ne retrouve pas ma carte. Et on m'empêche de voter parce que je n'ai pas ma nouvelle carte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça arrive à 1001 citoyens. Comment on peut expliquer que des citoyens soient privés de leur vote à cause des nouvelles cartes qui n'existent nulle part? Une confusion totale. Je pense qu'on est mieux qu'en Guinée. Et pour être mieux en Guinée, et pour lever la tête ici, il faut avoir une gestion saine. Il faut avoir l'empathie, de la compassion et de l'amour pour les autres Guinéens, qu'ils le ressentent quand ils vous regardent dans les yeux, qu'ils le ressentent quand vous posez des actes. C'est en cela que Dieu peut sauver les gouvernants. Si vous voyez qu'il y a des gouvernants qui tombent dans la boue, c'est parce qu'ils se servent du peuple. Ils ne servent pas le peuple. Et vous savez, quand en bon musulman, on nous dit que Dieu donne une partie de son pouvoir à quelqu'un pour qu'il puisse l'exercer. Et cela est notable. Même si vous êtes athée, vous savez que la vie, c'est les équilibres. Ce que vous donnez, vous le recevez. Que vous le donnez en mal, vous le recevez en boomerang. Vous le donnez en bien, vous le recevez en boomerang. Il faut craindre Dieu quand on est dirigeant, quand on a le pouvoir. Il faut craindre Dieu quand on pose des actes. Parce que les actes que vous posez, si ce sont des actes maléfiques, eh bien, ils vous reviennent. Les actes que vous posez sont des actes bénéfiques. Vous serez toujours dans le bien. Et moi, je vis dans la crainte de Dieu et je vis dans l'amour de ce pays. Voilà. Elle est pleine d'expérience, pleine de combativité. Je pense que c'est une source de contribution que nous pouvons mettre à profit pour la construction du pays. Juriste de formation, ministre, diplomate, Makale Camara aime les défis et le prochain est certainement de diriger la Guinée. Devenir la première femme présidente de l'ancienne rivière du Sud, c'est son rêve. Elle devra d'abord contribuer à garantir la place des femmes en politique. Une place effective. L'union et la synergie d'action seront de mise. Déjà, il est créé une coalition des femmes politiques appelée Guinéennes en politique. Cette démarche changera-t-elle quelque chose? Le combat s'annonce rude. Seulement pour Makale Camara, ce sera du déjà vu. Nuit et jour.